Vous avez enfin la parole. Le sourire, nous sommes lundi, nos chances sont encore intactes. Chacun en fonction de ses besoins ou aussi en fonction de son ardeur au travail pourra rentrer en possession de ce qu'il veut durant cette semaine. Et l'on souhaite que ce mois de juin se termine de la plus belle manière pour vous et nous. Et encore une fois, nous attirons l'attention des populations sur les sites à risque. Il faut tout faire pour libérer ces sites-là, pour éviter d'autres désagréments. Les chroniqueurs sont sur ce plateau, toujours d'attaque et toujours chauffés à blanc. Vous allez découvrir un monsieur très bien habillé ce lundi-là, vraiment très bien habillé. Aristide Nkenda, éditorialiste et chroniqueur sur En Garde le Contact. Il est également sur Ivoire FM. Il est le patron des As du continent. Aristide, bonjour. Bonjour Mohamed, je constate que toi tu es aux couleurs du mondial, actualité oblige, et surtout que tu as été colonisé par Seydina. Heureusement que j'ai avec moi Dr Gabré et mon jeune frère Patrick Ndiaka. Vous voyez, tel que je vous présente, là je constate que je suis le premier à être attaqué. Ah, je vous présente bien. Et là vous dites que je suis colonisé. D'accord. Tout de suite la parole sera dans le camp de Seydina et il est prêt. Il est prêt à réagir. Seydina Chérif Ahmed, il vous a provoqué ce matin, mais vous aussi, très bien habillé. Point n'est besoin de le faire remarquer. Hein. Chaque semaine à sa tenue, chaque semaine à son modèle. Aujourd'hui avec l'écharpe et le chapeau, ça va? Ça va très bien. C'est un look à cheval entre l'Occident et l'Afrique. Ou est-ce que vous n'acceptez pas qu'on désigne ce look-là comme ça? Non, je ne suis pas une personne fermée. Je suis seulement une personne qui a la tête dans la tradition. Parce que généralement, les gens me demandent d'avoir le pied dans la tradition. Je dis non, parce que le pied passe, la tête reste. Donc, ici, sur ce plateau, je ne vais pas faire l'apologie de mon habit ou de ton habit, mais je pense que nous sommes les mieux habillés. D'accord. Aujourd'hui, on va vous épargner l'échauffement. Hein, les 10 premières minutes qui chauffent entre les chroniqueurs, on va faire la paix aujourd'hui. Hein. C'est la fin du mois. Aristide, on fera la paix. On ne va pas faire la comparaison de la tenue traditionnelle ou tenue moderne dans le service public ou dans la fonction publique. Pas du tout, Mohamed, mais je vais quand même me rectifier, Mohamed. J'ai commencé par dire que tu étais très beau cet après-midi. Et ensuite, quand Seydina dit qu'il a la tête dans la tradition et les pieds dans le modèle, j'espère qu'il ne marche pas à l'envers. Non, mais attends, j'ai bien dit, ça veut dire que quand j'ai la tête dans la tradition, ça veut dire que 80%, ça veut dire que je suis dans le soubassement de mon style de vie. Africain, traditionnel, coutume. Mais c'est les pieds qui doivent être dans la tradition. Non, les pieds ne doivent pas être dans la tradition. Les pieds bougent. Je préfère avoir les pieds en Occident. C'est-à-dire que je peux l'avoir aller à tout moment et revenir à tout moment. Et ma tête est dans ma tradition. Et c'est avec la tête tu marches maintenant? Non, je ne marche. C'est pour ça que j'ai dit que le pied passe et la tête reste. Ah, la tête, voilà. Je comprends mieux maintenant. Dans ma tête, il y a mon esprit, il y a mon intelligence, il y a ma mentalité haute. Dans mon pied, je pense que c'est juste un mouvement, hein, je me permets lui, il voyait les pieds comme la racine, hein, être enraciné, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Quand on veut parler de tradition, le pied ne devient plus une racine. C'est la tête qui est la racine en ce moment-là. Le pied devient comme les ailes. Le problème avec vous, rien n'est codifié. De temps en temps, on vous suit. Non, moi, je suis un villageois. Au village, on a les légendes, on a les proverbes, on a les paraboles. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Les supporters de Seydina ont commencé sur Internet. Hein. On vous félicite, on vous applaudit. Et d'autres sont avec Aristide Nkenda. C'est le charme aussi de ce plateau. Hein. Chacun sa part de public. Merci d'être avec nous. Si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous pouvez réagir via téléphone et via Internet. Le numéro, on vous le reprend, 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et vous précéderez ce numéro de plus 225 si vous appelez de l'étranger. Et si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous ne pouvez plus réagir via le téléphone, vous ne pouvez qu'utiliser Internet. Patrick Ndiaka, le jeune premier. Patrick, ça va? Oui, ça va Mohamed. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux internautes. Patrick, oui. Aujourd'hui vous avez des sérieux biscuits et aujourd'hui vous avez également beaucoup de réactions concernant le sujet du jour. On est dans la fonction publique, l'égalité d'accès à la fonction publique. Est-ce que cette égalité-là est une priorité sur les continents africains, hein? C'est là que vous attendez les internautes aujourd'hui. Bien sûr, et ils ont déjà réagi. J'aurai l'occasion bien sûr de lire vos interventions. Nous montrons, sinon nous constatons que nos chers internautes s'y connaissent véritablement pour ce sujet et ont beaucoup de choses à dire.
Merci beaucoup, Patrick Ndiakan. Docteur Gabré, bonjour. Bonjour, Mohamed. On va Toujours commencer. d'attaque, Voilà, comme très vous bien. le constatez, Très bien. Vous nous J'ai très bonne contaminez. mine. Vous nous contaminez, mais on attend le café peut-être la semaine prochaine. Moi, je n'ai aucun problème, Mohamed. Il suffit de le dire et puis le service est fait. Parce que nous, notre souci, c'est de faire en sorte de préserver la santé des gens. Le café Nous, est-il nous bon voulons- entre midi et 2? Entre midi et 2. Le café, il est idéal entre midi et 2. Très bien. Parce que c'est à midi que généralement on mange bien, comme on dit, entre guillemets, mais on mange très mal. Et donc le café va aider non seulement à digérer ce qu'on a mangé, mais disons à optimiser la synthétisation des substances nutritives. pour, disons, Surtout le café positivement piégé, piégé, le café plus. tri-biologique. Voilà. Merci bien. Aujourd'hui, on parle d'insuffisance rénale, docteur. Alors l'insuffisance rénale, il faut dire que c'est une maladie très mal connue ou très peu connue, parce que l'insuffisance rénale est asymptomatique. C'est une maladie qui est découverte toujours trop tard, elle est diagnostiquée toujours trop tard. Et généralement, quand on découvre l'insuffisance rénale, on est généralement à la phase terminale. L'insuffisance rénale, c'est quoi? L'insuffisance rénale, c'est l'incapacité du rein à remplir sa fonction d'élimination des déchets métaboliques, des toxines et certains minéraux en trop dans l'organisme. L'insuffisance rénale, c'est une maladie qui trouve principalement sa cause dans des substrats qui sont et aussi des maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol. Quand on a ces maladies-là, on peut facilement faire l'insuffisance rénale. Parce que ces maladies-là font que, disons, le substrat de ces maladies, la cause de ces maladies, sont l'accumulation des déchets métaboliques. Le cholestérol, c'est-à-dire que les graisses, et le glucose, c'est-à-dire que les sucres, le sodium, c'est-à-dire, disons, le sel de cuisine que nous mangeons. Donc, l'insuffisance rénale trouve principalement sa cause dans ce que nous mangeons. Voilà, comme la plupart des maladies De la civilisation. Alors, les causes ont été données, les conséquences par rapport à cette maladie-là. Les conséquences se confondent avec les causes. C'est-à-dire que autant l'hypertension artérielle, le diabète et la dyscholestérolémie sont les causes, autant elles en constituent aussi les conséquences. C'est-à-dire que disons, il faut d'abord préciser que le rein, même détruit à 75%, il marche correctement. Je dis bien, le rein détruit à 75%, il marche correctement. Ça, c'est alarmant. Donc, on peut Voilà. avoir Donc, un rein détruit croyant que on est en bonne santé. Voilà. Or, dès qu'on entame les 25%, c'est là que ça s'est fait sentir. On fait des analyses de laboratoire, on se rend compte que ce qu'on appelle, disons, la créatinine est montée. La créatinine, son évolution traduit la capacité de l'élimination de la filtration du sang par le rein. Donc, quand cette créatinine-là monte, on se dit, disons finalement, on fait une insuffisance rénale. Mais cela veut dire que déjà 75% du rein est détruit dans, disons, ses fonctions. Et donc, c'est une maladie très grave. Et la solution préconisée, c'est plutôt la prévention. Parce que quand on fait une insuffisance rénale, la solution, c'est quoi? On va arriver aux solutions, c'est la dialyse. Mais la dialyse en Afrique, je ne le dis pas pour faire peur. Une machine de dialyse en Afrique, elle est prévue pour faire 100 ou 200 personnes. En Europe, c'est une machine de dialyse pour une personne. Même plus, ils vont plus loin. 2 machines de dialyse pour une personne. Et les machines de dialyse, on les dépose généralement au domicile de ceux qui sont dialysés. En Afrique, moi, je ne remets pas en cause la compétence de ceux qui font ce travail-là. Mais on peut avoir des soucis. La manipulation peut être défaillante. On peut, même dans la manipulation, dans, disons, l'assistance médicale qu'on appelle la prise en charge, on peut créer d'autres maladies parce qu'il y a une inattention. Et donc, comme c'est 200 personnes qui passent sur la machine, il peut y avoir des contaminations et tout ça. Donc, par conséquent, la meilleure des solutions pour lutter contre l'hypertension artérielle, c'est la prévention. Et la prévention passe par ce que nous mangeons. Il faut manger des aliments qui sont dits salutaires. Salutaires pourquoi? Parce qu'ils contiennent des substances qui ont un taux de naturalité suffisamment élevé, au-dessus de 50, c'est-à-dire des aliments crus, des aliments peu préparés et des aliments qui contiennent moins de graisse, qui contiennent moins de sel, qui contiennent moins de sucre. Surtout manger naturel, docteur. Manger naturel. Voilà. Notre café est là pour équilibrer tout cela. Mercredi, on aura l'occasion de le présenter ici. Pour de plus amples informations, vous pourrez contacter le docteur au numéro suivant. 44
48 19 19, 44 48 19 19 et le 40 94 94 14. On garde le contact pour mercredi prochain. Vous restez avec nous. Une nouvelle est tombée le vendredi dernier. L'organisation Médecins sans frontières a annoncé que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest était désormais hors de contrôle. L'épidémie donc s'est étendue. En plus de la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont désormais contaminés. Une opinion sur ce rebondissement dans cette affaire qui était presque cernée. Mais c'est ce que je dis tous les jours, Mohamed. J'ai dit, il faut que... avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur la définition de la santé donnée par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social complet, non simplement l'absence de maladies ou d'infirmités. Cela veut simplement dire que l'Organisation mondiale de la santé renvoie chaque homme et chaque communauté humaine à sa réalité culturelle pour bâtir un arsenal médical qui lui est propre. Tant que ce n'est pas fait comme ça et que les solutions nous viennent d'ailleurs, on ne peut connaître que ces cas-là. Parce que, voilà, on a dit, il y a l'Ebola en Guinée. On envoie des médicaments qui viennent d'ailleurs, de l'assistance qui vient d'ailleurs, mais nous les Africains, nous sommes toujours assistés. Donc quand on retire l'assistance, on est livré à nous-mêmes et on est face à notre propre réalité. Cela veut simplement dire que, à partir du moment où nous n'avons pas les moyens des autres, il faut partir de notre culture, de notre environnement pour bâtir notre arsenal. Et hélas, 1000 fois hélas, j'ai dit, il faut que nous soyons capables de tropicaliser nos connaissances, nos diplômes. Nous allons en Occident, nous étudions. Des fois, nous sommes premiers, mais quand nous arrivons en Afrique, il faut partir de ce que la nature nous donne pour bâtir quelque chose qui nous soit propre. Pour qu'en cas d'épidémie, en cas de quoi comme cela, en attendant l'arrivée des autres, on puisse faire face. Malheureusement, je pense que pour le moment, nous en sommes loin. Bien noté. Et c'est regrettable. Bien noté. Sur les 528 malades recensés ces 2 dernières semaines dans cette partie de l'Afrique, au moins 337 sont déjà morts. Voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'on va dire à votre suite, hein, c'est vrai, c'est celui qui assiste, qui donne l'information. Quand il veut, il balance une info qui soit alarme ou soit fait que le mal s'étend à d'autres frontières. Maintenant, ce qui attire notre attention, c'est la une d'un journal, sinon le titre d'un article. Le virus d'Ebola est-il à nos portes? Qu'attendent nos gouvernants pour interrompre les vols en provenance d'Afrique de l'Ouest? Il s'agit de non-africains qui réagissent comme ça. Là, ça amène de l'eau au moulin de Seydina. Au lieu de compatir, on demande déjà aux gouvernants d'interdire les vols en provenance d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est faux, ça. Ça dit que les uns et les autres vont finir par comprendre souvent certaines de mes opinions. J'ai bien dit, vous voyez, il faut que nous cherchions à fermer nos portes à certains chercheurs occidentaux qui viennent chez nous. Parce que nous avons certains complexes. Quand les Européens arrivent, on ouvre grandement nos portes et on les fait confiance, on leur donne tout. Que ce soit le virus d'Ebola, comme plusieurs d'autres virus, ces virus viennent de leur laboratoire. Ça vient de leur laboratoire, ils viennent faire de ces tests ici. Mais en réalité... Ça, c'est ce que vous dites de ça. Oui, c'est ce que vous pensez de cette situation. Non, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui est la réalité. Le virus d'Ebola, je pense que c'est les chercheurs européens qui ont envoyé ce virus à Ebola dans un village au Congo. Bon, ça, on aura l'occasion de... C'est une réalité. Si eux demandent à ce qu'on ferme nos frontières parce qu'il y a la maladie chez nous, mais empêchons ces gens-là de venir d'envoyer ces virus chez nous ici. C'est ça qui est la réalité. Je n'invente pas. Mohamed, je n'invente pas. Je voudrais appuyer ce que M. Seydine a dit. Pas que forcément il ait raison à 100%, mais nous constatons que généralement quand on détecte des épidémies ou on découvre des choses, ce sont les autres qui découvrent toujours avant nous. Oui. Je voudrais revenir au cas du sida. On nous a dit que le sida est donné par le singe. On nous a dit que le sida c'est une maladie africaine. Aujourd'hui on lui trouve d'autres origines. On dit que le sida est incurable. Aujourd'hui on parle de l'Ebola. Je voudrais simplement dire que tant que nous les intellectuels, nous développons un certain complexe d'infériorité vis-à-vis de ce que les autres disent. Et que nous sommes dans un béni oui-oui, parce que logés dans un cocon de ce que j'appelle le dogmatisme étroit, c'est-à-dire on n'est pas capable de porter la contradiction alors que nous avons les moyens. Je pense que ça, c'est la chose la plus grave. Il faut que nous soyons capables de dire ça, c'est bon pour nous, ça, ce n'est pas bon pour nous. Et ce que Seydine a dit est vrai. Parce que moi, si aujourd'hui, on ne va pas faire la politique, moi, je ne fais pas la politique, mais en fermant la porte aux Africains, ça, c'est un autre moyen. Déjà, on dit non, il faut le visa. Maintenant, on va utiliser la maladie pour fermer la porte aux Africains.
Vous voyez, moi je pense que ce que Seyid a dit, c'est tout à fait vrai. Il faut que nous prenions des décisions pour nous-mêmes. En face de vous, Aristide, il faut que vous disiez un ou deux mots. Il faut aussi que nous cessons d'avoir peur. Parce que c'est la peur qui fait tout. La peur dompte l'homme. Une fois qu'on est dompté par la peur, on ne peut rien entreprendre. Les Africains, certains Africains, surtout les décideurs, ont peur. On ne sait pas, ils ont peur de qui ou bien de quoi, mais ils ont peur. Il faut qu'on soit, c'est ce que je dis, il faut qu'on soit cher aux yeux de nos dirigeants. Voilà. Il faut qu'on nous prenne vraiment en compte au sérieux. Un penseur disait, dès qu'on commence à vous effrayer, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. Justement. Voilà. Aristide, avant de fermer cette partie. C'est quand même assez triste ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique, disons ici en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone. Mais je retiens une chose fondamentale qu'a dite le docteur Gabré, c'est la tropicalisation de nos connaissances. Et ça va résoudre donc le problème dont parle tout le temps Sedina, de partie de nos valeurs, pour donc concevoir une organisation qui est propre à nous. Et M. Dr Gabré a dit quelque chose d'important. Il faut dire non au dogmatisme et dire oui à la critique. Il faut être pour la critique et dire non au dogmatisme. Quand vous instaurez la critique au sein de votre communauté, à partir de ce moment, vous tuez le complexe. Parce que quand vous tuez le complexe, vous tuez la peur. Parce que la plus grande chose qui met l'Africain en retard, c'est la peur et l'indécision. Donc il faut qu'on prenne une décision courageuse de pouvoir concevoir notre propre système, notre propre environnement et de vivre à partir de nos propres valeurs. Voilà. À titre d'information, donc, à titre de rappel. Ouais. Les gens sont dans nos forêts, ils disent qu'ils sont en train de faire des recherches. On ne sait pas qui les envoie, mais une fois qu'ils quittent la forêt, il y a des maladies qui viennent, on dit que ça vient des singes. Est-ce que c'est en Afrique seulement il y a des singes? D'accord. Voilà. Cette question reste posée. Voilà. L'information, c'est que l'organisation Médecins sans frontières a annoncé vendredi dernier que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest était désormais hors de contrôle. Alors, sur les 528 malades recensés ces 2 dernières semaines dans cette partie de l'Afrique, au moins 337 sont déjà morts. Voilà. Les brèves tout de suite et maintenant. C'est la Coupe du Monde. L'Afrique est engagée dans cette compétition mondiale. Et Patrick Ndiakan a fait une analyse concernant les débâcles ou encore les contre-performances des grandes équipes. On remarque que les grandes équipes ont quelques difficultés. C'est vrai. Vous avez fait une analyse. On vous écoute maintenant, Patrick, et vous réalisez cette partie. Vous envoyez et les images et les informations. Oui, depuis mon ordinateur, bien sûr, avec bien sûr la complicité de Fatou Koulibaly. Alors tout de suite, je vais demander à Fatou de me diriger sur mon écran, je veux dire sur l'écran qui est devant vous, chers téléspectateurs. Il s'agit devant vous de l'équipe performante de 1938, la grande équipe nationale d'Italie, la fameuse Squadra Azzurra. Elle avait remporté la Coupe du Monde, grosse performance. Elle était l'une des équipes les plus craintes de cette époque. Et c'est encore cette même équipe, juste à l'édition, je veux dire l'édition suivante, parce que après la Coupe du Monde 1938, il y a eu bien sûr la guerre mondiale, donc il y a eu une interruption des compétitions de football pour laisser place plus tard à la réapparition de la Coupe du Monde 1950. Et bien sûr, qualifiée d'office, l'équipe d'Italie a perdu au premier tour, l'équipe d'Italie. C'était un grand étonnement parce qu'elle était vraiment en forme, cette équipe d'Italie, mais elle s'est fait éliminer au premier tour, c'est-à-dire l'édition qui a suivi celle qu'elle a remportée en 1938. Ensuite, nous avons eu la fameuse équipe du Brésil avec un certain Pelé, un nom qui a marqué l'histoire mondiale du football. Vous avez juste devant vous, chers téléspectateurs, l'équipe gagnante de la Coupe du Monde 1962, avec Pelé que vous allez certainement remarquer juste devant vous ici, qui était la star des années 60 et 70. Cette équipe, à l'édition suivante, c'est-à-dire en 1966, s'était fait éliminer au premier tour encore, Mohamed. On était très étonnés, mais il faut remarquer que à cette Coupe du Monde 1966, on remarquait un Pelé assez souvent blessé, qui n'a pas pu faire son apparition. Voici l'équipe type de 1966 qui s'est fait éliminer en Angleterre. Si vous remarquez sur cette photo, nous ne voyons pas Pelé parce qu'il était blessé. Il n'a quasiment pas joué les matchs importants de son équipe. Il était blessé. Je disais tantôt, ils se sont fait battre lors de cette photo-là. C'était contre la Hongrie. Ils avaient perdu 3-1, ce qui a tout de suite
suite occasionné leur élimination au premier tour. On va continuer toujours notre exploration pour maintenant se projeter dans les années 90, plus précisément 98, avec la fameuse équipe de France. Vous remarquez Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Stéphane Guivarch, Marcel Desailly, Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Christian Carambeu, Yuri Djorkaeff, le capitaine Didier Deschamps en ce moment qui est le sélectionneur de l'équipe de France, Bichente Lizarazu et bien sûr le gardien de but Fabien Barthez. Cette équipe puissante avait remporté la Coupe du Monde en 1998 en battant le Brésil à 3-0 en finale. On s'attendait encore à une grosse performance en 2002, c'est-à-dire la Coupe du Monde organisée en Corée du Sud et au Japon. Voici l'équipe type de 2002. Vous remarquez certainement l'absence de Didier Deschamps qui avait pris sa retraite internationale. Vous remarquez aussi l'absence d'un certain Zinedine Zidane parce que Zidane était blessé à la Coupe du Monde en 2002. Il a seulement joué le 3e match et c'était le seul match où l'équipe de France a marqué un but sur penalty, s'il vous plaît. Donc, comprenez un peu la contre-performance de cette grande équipe qui avait remporté l'édition précédente en 1998. On va terminer avec un cas plus récent, c'est, je dirais, l'équipe d'Italie 2006 qui avait remporté la Coupe du Monde en Allemagne en battant l'équipe de France au tir au but. Rappelez-vous bien sûr de gestes de Materazzi de Zidane sur Materazzi, le fameux coup de tête qui avait peut-être permis de booster l'équipe d'Italie qui a remporté cette Coupe du Monde. Après, 4 ans plus tard, c'est-à-dire plus précisément en 2010, lors de la première Coupe du Monde organisée en Afrique, c'est-à-dire en Afrique du Sud, cette même équipe que vous voyez sur votre écran a eu une contre-performance en se faisant éliminer lors de son 3e match contre l'équipe de Paraguay par 3-0. Et le cas le plus récent, c'est bien sûr l'équipe d'Espagne qui a surpris plus d'un. Après avoir remporté l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, on s'attendait encore à une grande équipe d'Espagne à la Coupe du Monde 2014. Que nenni, cette équipe s'est fait battre par l'équipe de Chili, je crois. Voilà, l'équipe de Chili a récemment 2-0. Alors, ceci a tout de suite signé le rapatriement en griffe de l'équipe d'Espagne. On se pose la question de quelle est peut-être cette malédiction en griffe qui arrive aux grandes équipes qui, après avoir remporté une Coupe du Monde, l'édition qui suit, se font éliminer au 2e tour. Dieu merci, ce n'est pas arrivé à toutes les nations, comme par exemple l'équipe d'Angleterre qui a peut-être remporté la Coupe du Monde 66, mais qui n'a plus remporté aussi, jusqu'à aujourd'hui, une autre Coupe du Monde. Voici un peu ce qui arrive parfois aux grandes nations dans la Coupe du Monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça ne date pas donc d'aujourd'hui. Des grandes équipes qui remportent le trophée et qui, au premier tour, se font éliminer. Bonne chance aux équipes africaines. Aristide, on va en parler. Les équipes africaines ont... Je voulais ajouter quelque chose aussi, ça. Oui. Voilà. Ce qui fait ma fierté quand je regarde cette Coupe du Monde, c'est qu'en dehors des équipes africaines qui sont là, la majorité des équipes occidentales, il y a quand même des Africains qui évoluent dans ces équipes-là. Donc ça veut dire que c'est l'Afrique qui est en train d'animer pleinement cette Coupe du Monde. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le monde ne peut pas exister sans l'Afrique parce qu'on voit ça même dans cette Coupe du Monde. Là. Voilà, des joueurs africains qui sauvent des nations européennes. D'accord, merci. Bien noté. Je dis qu'en 90, le match d'ouverture, c'était Cameroun-Argentine et l'Argentine avait été championne du monde, mais a été battue par l'équipe du Cameroun 1-0, mais une équipe amateur. Ouais. Belle précision. Alors, Aristide, on va rester avec vous. Patrick, encore quelque chose à ajouter? Oui, on va maintenant tout de suite basculer vers la performance des équipes africaines. Les équipes africaines, voilà. Voilà, les équipes africaines, on va aller du moins performant au plus performant, Mohamed. Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui recule? Voilà, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui recule. Je suis triste de parler du Cameroun parce que la semaine dernière, j'avais parlé d'administration publique, à la corruption de l'administration publique au Cameroun. Aujourd'hui, malheureusement, je parlerai de façon péjorative du Cameroun par rapport à cette Coupe du Monde 2014 au Brésil. L'équipe de Cameroun s'est fait battre 4-0 lors des deuxièmes sorties des équipes africaines en Coupe du Monde. C'était alarmant de voir, après une défaite contre le Mexique, 1-0. Oui, globalement, les équipes africaines avancent-elles, reculent-elles? Est-ce qu'il y a des chances d'avoir des équipes au 2e tour? Voilà. Bien sûr, il y a des chances. Je voulais commencer par le Cameroun. Non, faites pas une fixation. Sans énerver, monsieur Nkanda. Il faut dire à Patrick qu'il ne parle pas de façon péjorative. Non, oui. C'est une réalité. C'est une réalité, mais je veux dire, globalement, est-ce qu'il y a des chances En fait, j'aimerais attirer l'attention du comportement de Alex Song, qui a su un comportement, je ne sais pas
comment est-ce que je pourrais qualifier cela, a donné un coup de poing aux Croates. Ceci a pesé, je veux dire, dans la performance de l'équipe parce que ça déstabilisait à un moment donné le moral de ses coéquipiers. Soyez tendre avec les équipes africaines, sinon Saïd va se fâcher. Soyez tendre avec les équipes africaines. Y a-t-il des chances? Y a-t-il des chances? Oui. Bien sûr, il y a des chances, Mohamed. Si nous venons, par exemple, sur le cas de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'elle a perdu son deuxième match 2-1 contre la Colombie, mais nous continuons de noter que les Ivoiriens ont encore une chance lorsqu'ils vont affronter demain, mardi, l'équipe de Grèce. Ça sera comptant pour la qualification pour les huitièmes de finale. Venons-en maintenant au Ghana. Les Black Stars du Ghana ont réalisé un match super contre l'équipe d'Allemagne, bien qu'elle ait fait un match nul de but partout, mais on a quand même noté une montée en puissance cette équipe, même si les chances de se qualifier pour le deuxième tour s'amincient un tout petit peu parce qu'elle revient d'une défaite d'abord contre les États-Unis et d'un match nul contre l'Allemagne. L'équipe du Nigeria a battu 1-0 les Bosniens qui se voient aussi éliminés parce que les Bosniens avaient perdu le premier match. Les Bosniaques, pardon, bon, on dit Bosniens aussi, voilà, les Bosniens avaient perdu les premiers matchs, et ils sont fait éliminer par le Nigeria à cause de cette défaite causée par les Super Eagles, 1-0. Nous allons terminer avec la plus grosse performance des deuxièmes sorties des équipes africaines, c'est l'Algérie, 4-2 contre la Corée du Sud. Il faut dire que l'Algérie n'avait plus gagné en Coupe du Monde depuis 32 ans, depuis l'époque des Rabat Madjer. Enfin, elle retrouve le sourire et surtout le droit de rêver pour se qualifier pour un deuxième tour, pour la première fois de leur histoire. Je pense que toute l'Afrique aura l'occasion aussi d'encourager les Phoenix d'Algérie après cette grosse performance hier, 4-2 contre l'équipe de la Corée du Sud. Merci Patrick. La suite des brèves, la fête de la musique, c'était hier, 21 juin. C'était la 21e édition de cette fête-là qui a attiré l'attention des Aristide Nkenda Nkenda. On en parle juste après ce qui suivra. La 21e édition de la fête de la musique donne l'occasion aux acteurs culturels et promoteurs du spectacle de mener la réflexion sur la contribution de la musique à l'économie nationale. Aux États-Unis d'Amérique, la culture à travers la musique et le cinéma constitue la première industrie. Dans ce pays, la musique produit, génère des ressources car le secteur est structuré. À ce panel sur l'industrie musicale, les participants sont unanimes sur la question. Il faut faire de la musique en Côte d'Ivoire une richesse certes culturelle, mais aussi et surtout un élément fondamental du développement économique. Pour cela, il faut organiser le secteur et l'entourer de toutes les garanties de son essor. Bien, la fête de la musique, 21 juin. Hier, c'était le 22, on nous fait remarquer. Merci à M. Yao. Alors, Aristide Nkenda Nkenda, fête de la musique, fête de la musique. Voilà, là tu fais un jeu de mots, Mohamed. Fête de la musique comme la fête, et bien fête de la musique, avec le faire produit du son, voilà. Alors, on peut quand même rappeler que c'est l'ancien ministre français de la Culture, Jacques Lang, qui le 21 juin 82 avait donc décidé d'organiser cette fête de la musique. Il faut aussi dire que ça fait partie des réformes apportées par le président François Mitterrand, qui est à l'origine de la FM et d'ailleurs des télés privées en France. Bon, pour revenir au plan local, comme le dit l'élément, aux États-Unis par exemple, la musique est une source énorme de revenus dans le produit intérieur brut. Alors qu'en Afrique, on constate que la piraterie mine le secteur, la gabégie, le vol des consciences et puis des brimades inacceptables dans le milieu de la musique. Il faut donc réorganiser ce secteur pour que véritablement les artistes vivent leur art. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, le président de la Fondation, avec qui j'étais à la fête… Edmond Williams. Edmond Williams, avec qui on était à la cérémonie du maire de Cocody qui installait le conseil de gestion. Il me disait que lui n'est pas d'accord qu'on fasse une fête de la musique parce que la musique en elle-même est une fête. Je lui ai dit non, il faut fêter la musique parce que la musique est un élément qui participe à la fête. Donc voilà, pour revenir un peu à ce que Seydina disait, je fais une petite digression, même si on reste dans le contexte. Quand je disais à Seydina qu'il faut qu'on essaye de concevoir nos propres outils,
il y a quand même un Africain qui a conçu un balafon chromatique, oui, Babanga Niek. Niek. Il est parti d'un balafon diatonique pour faire un balafon chromatique parce que le chromatisme, ça intervient aussi bien dans la sonorité que dans la mélodie. Dans l'harmonie, je veux dire, que dans la mélodie. Ça a presque les mêmes accords qu'un piano. Qu'un piano, parce que justement, dans le balafon traditionnel, il est diatonique, il n'a que des notes blanches, alors que le balafon chromatique a des notes, en plus des notes blanches, a des notes noires. Les notes noires nous permettent de faire des demi-tons qui vous permettent de faire donc des harmonies. Parce qu'en réalité, le balafon traditionnel ne peut pas participer à une orchestration musicale parce qu'il ne communique pas avec les autres instruments. Limité, alors que Babanga, sous instruction de Wewe Liking et Relema, a donc avec la famille Keita, ont donc conçu le balafon chromatique. Il est allé donc à Strasbourg pendant 1 an valider donc cet outil qui fait le tour du monde. Lui, il est d'ailleurs lauréat de plusieurs prix à travers le monde. Donc, je crois que c'est un coucou à Seydina. À Seydina, il va aussi dire que Djarabikan est une formation qui arrive à faire des prouesses avec le balafon. Voilà. Tout le lundi, chaque chroniqueur amène un petit biscuit et une nouvelle du jour. Aujourd'hui, moi, je vous parlerai de 5 nouveaux sites qui ont été répertoriés par l'UNESCO, des sites qui vont être ajoutés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fatou successivement dans l'ordre, vous avez la grotte Chauvet de France. Cette grotte-là est désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO, située dans l'Ardèche. Cette grotte est ornée d'un millier de peintures et gravures du Paléolithique. La seconde image concerne le chemin des Incas, c'est en Amérique du Sud. Ce chemin-là est un long réseau de routes de près de 30 000 km traversant l'Amérique du Sud et fut construit à l'époque de l'Empire Inca. Il passe par le Pérou, le Chili, la Colombie, l'Équateur, l'Argentine et la Bolivie. En montagne, il parcourt des sommets à plus de 5000 mètres. Et l'image suivante, également au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous sommes en Arabie Saoudite, il s'agit de Jeddah. Voilà, le port de la ville saoudienne compte parmi les plus importants de l'océan Indien. C'est une plaque majeure de commerce et historiquement une étape pour de nombreux pèlerins sur la route de la Mecque. Quatrième image, donc aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous sommes aux Pays-Bas, l'usine Van Nel. Voilà, construite dans les années 20 à Rotterdam, l'usine de Van Nel est un emblème de l'industrie du XXe siècle. C'est aussi un bâtiment phare de l'architecture du style inter.